Bienvenue à ce webinaire du programme F Transport Logistique, dédié aujourd'hui à un enjeu essentiel et particulièrement d'actualité, comment concilier transport routier et qualité de l'air. Précisons d'entrée que notre propos porte aujourd'hui sur le transport routier de marchandises et de voyageurs. Nous n'aborderons pas ou peu la voiture individuelle. Bonjour à tous, je suis Arnaud Adelski, chargé de mission au sein d'Eco CO2. J'anime sur la région Hauts-de-France le programme EV, où j'accompagne les transporteurs et les commissionnaires dans leurs engagements Objectifs CO2 et FCOM. À mes côtés, deux intervenants à qui je laisse le loisir de se présenter. Marie. Oui, bonjour, Marie Pouponneau, je suis ingénieure au service transport et mobilité de l'ADEME, en charge des sujets transport de marchandises et logistique. Et Guillaume. Et bonjour à tous, donc Guillaume Leclerc, je suis consultant mobilité au sein du bureau d'études Altermob. Vous avez tous les deux contribué à l'intégration des polluants atmosphériques dans les outils et les fiches actions d'objectifs CO2, et je vous remercie particulièrement d'être présent aujourd'hui pour apporter votre expertise à l'ensemble de nos participants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va avoir quelques points techniques par rapport à l'utilisation de l'application Livestorm sur laquelle vous êtes tous connectés. Premier point, si vous avez un souci, il y a un petit bouton aide qui est désormais en bas à gauche de votre écran. Le support de conférence que nous présentons à l'instant est disponible en téléchargement pendant le webinaire. Il y a un petit bouton nuage avec une flèche vers le bas. Donc si vous voulez, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Notez qu'il y aura un replay qui vous sera adressé à tous par email et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions. Même vous devez poser vos questions dans la rubrique questions et non pas dans le chat qui, lui, est disponible pour que vous puissiez vous dire bonjour ou échanger entre vous. Je vois qu'on a quelques messages dans le chat déjà. Vous pouvez, dans les questions, voter pour l'ordre des questions à poser aux intervenants, ce qui permettra, puisqu'on les prendra par nombre de likes, entre guillemets, bien de faire monter les questions que vous avez envie de voir répondues pendant la séquence de questions-réponses de fin de webinaire. Et enfin, il y a un sondage en fin de webinaire. C'est important, prenez quelques secondes, on lit vraiment vos réponses pour continuer de s'améliorer dans l'animation et la préparation de ces webinaires. On va tout de suite passer au plan de ce webinaire. Alors, premier sujet, les polluants atmosphériques. Quelles sont leurs sources et leurs impacts? Quels sont les enjeux en matière de qualité de l'air? Dans la seconde partie, on abordera la responsabilité du secteur du transport routier en matière de pollution de l'air, et puis quelles sont les politiques à l'œuvre en la matière. Et enfin, nous nous pencherons sur ce que les acteurs du secteur, tous les acteurs du secteur, peuvent faire à leur échelle pour agir dans ce domaine. Et sans plus de transition, je cède la parole à Marie Pouponneau. Merci Arnaud. Je vais commencer direct par implanter le décor et redonner quelques définitions pour que le périmètre de ce webinaire soit bien clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'un polluant? Eh bien, un polluant, c'est un gaz ou une particule en suspension dans l'air qui résulte des activités humaines, on les appelle les activités anthropiques, mais qui peut aussi avoir des sources naturelles, la végétation, les volcans. Alors, la pollution de l'air, c'est la modification de la composition de l'air par les activités humaines qui émettent ces polluants. On va distinguer les polluants qui interagissent avec le climat, le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, le CH4, des polluants qui ont un impact sur la santé. Et c'est bien ces polluants qui ont un impact sur la santé qui vont faire l'objet de ce webinaire. Donc, on va beaucoup parler de particules. Sur la petite image, vous voyez marqué PM10 ou PM2,5. PM, c'est particulate matter et 10, c'est le diamètre des particules, 10 microns ou 2,5 microns. On va parler d'ozone, on va parler d'oxyde d'azote, on va parler de dioxyde de soufre, etc. Donc, j'insiste beaucoup, mais quand on va parler aujourd'hui de pollution de l'air, c'est bien par rapport à des polluants qui ont un impact sur la santé. Sachant que parmi ces polluants qui ont un impact sur la santé, certains interagissent aussi avec le climat, c'est notamment le cas de l'ozone. Alors, autre notion qu'il faut bien avoir en tête pour bien suivre tout ce webinaire, c'est ce qui est illustré sur ce schéma, c'est le fait que les polluants, une fois qu'ils sont émis, ils sont très réactifs et ils vont subir différentes transformations. Donc, le polluant est émis par une source, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit d'origine humaine, et se retrouve dans l'atmosphère. Il va progressivement être dilué dans l'air.
là, les conditions météorologiques vont jouer un rôle. Un vent fort va disperser les polluants, la pluie va diluer les polluants ou va faire retomber au sol des polluants. Et les conditions d'ensoleillement vont faire qu'il va y avoir des conditions physico-chimiques qui vont entraîner des transformations de polluants. Les polluants vont interagir entre eux et donner naissance à d'autres polluants. C'est ce qui est marqué sur la petite figure de droite. Quand on a du soleil en présence d'oxyde d'azote, les NOx, et des composés organiques volatiles, les COV, on a l'apparition d'ozone. Donc c'est pour ça que des fois, vous allez entendre parler de polluants primaires, des polluants qui sont directement émis par une source de combustion par exemple, et des polluants secondaires, c'est-à-dire des polluants qui sont issus de la transformation, de la combinaison de différents polluants primaires entre eux. Alors concrètement, ce que tout à chacun nous respirons, ce sont des concentrations. Donc c'est vraiment la résultante de tous les polluants qui ont été émis, dilués, transformés, recombinés. Et on parle d'une masse dans un volume d'air, donc l'unité la plus fréquente, c'est les microgrammes par mètre cube. L'autre notion qui est différente, ce sont les émissions. Et là, on parle bien des polluants directement émis par la source. Alors, l'unité qui est en général employée, c'est une masse par unité de temps. Donc, ça peut être des kilogrammes par heure, des tonnes par an. Donc, ayez bien en tête ces notions. Le cycle de la pollution de l'air, les polluants sont émis, transportés, transformés, dilués. On parle d'émissions quand le polluant est directement émis par une source, et ce que tout à chacun respire, ce sont les concentrations. Donc j'espère que ces notions sont bien claires et qu'on va pouvoir enchaîner sur la suite. Alors, les sources de pollution, de quoi on parle, de qui on parle. Mais comme vous le voyez sur ce schéma, on a différentes activités humaines qui vont être à l'origine de la pollution. Les activités de transport, le fait de se déplacer, le fait de se chauffer, donc le secteur résidentiel, le fait de se nourrir avec l'agriculture ou le fait d'avoir besoin d'objets manufacturés. Il aurait été beaucoup trop long de vous énoncer tous les polluants atmosphériques qu'il existe. Donc, sur cette figure, vous avez, on va dire, les principaux polluants réglementés, parce que oui, mais il m'aurait fallu encore plus de temps. Il y a des polluants réglementés et des polluants non réglementés. Concernant le secteur du transport routier, le polluant qui est le plus emblématique, ce sont les oxydes d'azote. Je dis emblématique parce que 63% des émissions nationales d'oxyde d'azote sont liées au transport routier. Et vous voyez, à contrario, par exemple, pour l'ammoniac, le secteur emblématique, c'est l'agriculture, avec 94% des émissions d'ammoniac qui sont liées à l'agriculture. Mais on n'oublie pas, une fois de plus, que ici on parle de polluants primaires et que tous ces polluants peuvent se recombiner et donc former d'autres polluants. Je note aussi que cette figure est liée à des données nationales. Donc, si on s'intéresse à des données d'émissions à une échelle territoriale plus fine, vous pouvez avoir des chiffres différents. C'est notamment le cas des particules, où ici sur ce schéma, vous voyez que le secteur des transports routiers est à l'origine de 15% des particules PM10 pour l'échelle nationale. Si on zoome par exemple à l'échelle de l'Île-de-France, vous allez être plutôt autour de 35% des émissions qui sont liées au transport routier. Et si on descend encore plus finement à l'échelle de Paris, on est plutôt autour de 50% des émissions de particules. Donc n'oubliez pas, si vous avez plusieurs choses à retenir, l'image nationale ne reflète pas forcément une image locale. Les polluants sont primaires et ce qui va compter, puisque c'est ce qu'on va respirer, il y a aussi les polluants secondaires et que vous voyez que lorsqu'on parle de lutte contre la pollution de l'air, ce n'est pas un polluant qui est concerné, mais bien différents polluants. Alors, en termes d'impact sur la santé, puisque j'ai bien insisté sur le fait que ce webinaire était lié aux impacts sur la santé, vous voyez sur cette illustration les différentes cibles des polluants et le fait que nos polluants atmosphériques vont impacter différents organes.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la pollution de l'air va avoir à la fois des effets immédiats, mais aussi des effets sur le long terme. Et à ce propos, Santé publique France nous indique que la majorité des impacts de la pollution de l'air sur la santé humaine sont liés au fait que l'on respire tous les jours des polluants. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets à long terme. Et au final, pour la population générale, l'effet des pics de pollution est moins important que cette exposition tous les jours à des doses un peu plus faibles. Alors, la pollution de l'air va aggraver des symptômes chez des personnes qui souffrent de pathologies chroniques et elle génère aussi des stress oxydatifs et des inflammations qui vont provoquer des cancers et des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques. Le dernier chiffre de Santé publique France en termes de nombre de décès attribuables chaque année aux particules fines en France, les PM2,5, est de 40 000 décès pour la période 2016-2019, ce qui représente 7% de la mortalité totale de la population française, qui est donc attribuable aux seules particules fines PM2,5. Et vous avez vu que quand on parle de pollution de l'air, on parle de beaucoup d'autres polluants. Pour terminer, je voulais vous présenter ces extraits du bilan de la qualité de l'air extérieur en France qui date de 2019. C'est un document qui est rédigé par le ministère de la Transition écologique pour vous montrer que la situation s'améliore. Alors, il y a encore des combats à mener, mais aussi pour encourager et dire que lorsque l'on met en place des actions et des réglementations, on voit que la situation peut évoluer. Donc, sur la figure de gauche, vous avez l'évolution des émissions. Donc, je rappelle, c'est qui est directement émis par des sources pour différents polluants. Et c'est la période 2010 à 2019. Donc, vous voyez que on part d'une base 100 qui est complètement pour une représentation graphique, et on voit que toutes les courbes diminuent, c'est-à-dire que les émissions entre 2000 et 2019 ont diminué, à l'exception de l'ammoniac, c'est la courbe violette que vous voyez sur le haut. Et en parallèle, on va regarder cette fois-ci les concentrations, c'est-à-dire vraiment ce que vous respirez, ce que chacun respire. Et là aussi, pour la même période, 2000 à 2019. Et vous voyez là aussi que les courbes sont à la baisse. Donc, on voit qu'il y a effectivement une amélioration, à l'exception de la courbe qui est en bleu, la courbe du haut, l'ozone, où on voit des variations annuelles et pas de tendance à la baisse. Donc, on voit une amélioration globale de la qualité de l'air, donc preuve que les différentes réglementations et actions apportent des bénéfices, mais la pollution de l'air demeure un facteur de risque pour la santé et des dépassements de seuils réglementaires subsistent en certains points du territoire. Donc, j'espère que vous avez bien acquis les différents concepts qui vont vous permettre de suivre la suite de ce webinaire. Et je laisse la parole à Guillaume Leclerc qui va rentrer plus en détail sur la responsabilité du transport routier en matière de qualité de l'air. Merci beaucoup, Marie. Alors, voilà, partie suivante. Donc, Marie a bien détaillé le cycle de vie et l'impact des différents polluants, mais du coup, se pose la question de comment nous mesurons ces émissions et ces concentrations. Alors, on a globalement deux approches différentes. Pour mesurer directement les émissions d'une source mobile, donc par exemple un véhicule, pour être très précis, il faudrait connecter directement un appareil de captage et d'analyse des gaz sur le véhicule. Donc, pour ça, on utilise une technologie, on appelle ça un PEM, c'est un système de mesure portable des émissions. C'est globalement cher et compliqué, donc on le fait sur peu de véhicules, on essaie d'avoir des véhicules très représentatifs. On a aussi d'autres technologies qui permettent d'avoir par exemple des dispositifs de mesure des polluants dans les panaches des gaz d'échappement des véhicules. Donc c'est des systèmes qu'on va installer au bord de la route ou dans des véhicules qui vont suivre un autre véhicule. Donc ça, c'est vraiment pour mesurer les émissions des véhicules. Par contre, la question des concentrations, ce qui va plus nous intéresser au final, donc pour proposer une information sur le niveau de concentration, donc ce sont les ASCA, Associations agréées de surveillance de qualité de l'air, par exemple AirParif, qui vont mesurer à l'aide de stations fixes ou mobiles les concentrations dans l'air dans différents points du territoire. Donc les concentrations en polluants dans une zone donnée vont être mesurées par des stations de mesure, donc on va les installer
par exemple à proximité des axes routiers ou dans des zones où l'enjeu de qualité de l'air pourrait être particulièrement important, par exemple près d'une école. Et puis, on a ces mesures en station, en fait, vont être utilisées ensuite pour réaliser des modélisations des émissions qui vont s'appuyer à la fois sur l'inventaire des émissions, donc combien d'émissions on a, combien de kilos et de tonnes de polluants on a émis sur le territoire, et des algorithmes de calcul qui vont permettre de répartir ces émissions sur le territoire en fonction des différents points de comptage de concentration qu'on aura réalisés. Donc tout ça, c'est basé sur des algorithmes sur le transport et la dispersion des polluants, leurs réactions chimiques, etc. Donc c'est assez complexe. Et au final, ça nous permet de produire des cartes de concentration sur une région, ou sur une métropole, ou sur des zones encore plus précises. Là, vous voyez dans le schéma, vous avez par exemple la région Île-de-France et Paris, Paris Première Couronne. Et donc, ça vous donne une information sur la qualité de l'air et ça permet également en plus de faire des prévisions. Parce que vous avez des prévisions sur le trafic, par exemple, ou sur l'activité industrielle. Hop. Donc ces émissions, ça nous souligne donc que les émissions qu'on va présenter, quand on va dire on a tant de tonnes de particules fines qui sont mises sur le territoire, c'est bien des estimations. On ne peut pas savoir exactement combien de tonnes de polluants on émet si on ne mesure pas exactement les émissions de chaque véhicule, ce qui serait absolument impossible. Donc pour fournir une évaluation des émissions en France, on va s'appuyer sur le CITEPA, le Centre interprofessionnel technique d'études des polluants atmosphériques, qui réalise annuellement un inventaire national des émissions à partir des données de consommation de carburant, des caractéristiques du parc roulant et de plein d'autres données d'entrée qui sont assez complexes. Et puis des ASCA, qui étudient également les émissions à l'échelle d'un territoire plus petit, par exemple une région ou une agglomération. Donc, ça va nous donner des inventaires des émissions qui permettent de voir aussi quels sont les secteurs les plus émetteurs et donc sur lesquels il faut réagir. Par contre, pour mesurer les émissions à l'échelle d'une flotte de véhicules, donc ce qui va nous intéresser ici dans le cadre de F par exemple, on va utiliser des facteurs d'émission. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur d'émission? Un facteur d'émission, en fait, c'est un outil de calcul tout simplement qui va s'exprimer en grammes par kilomètre pour les polluants et qu'on va appliquer à un gabarit de véhicule, à une motorisation, à un usage. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai un camion 19 tonnes Euro 6 qui roule en ville chargé à 60%. Eh bien, ce camion va émettre X grammes de PM10 au kilomètre. Voilà, et donc cet indicateur va être créé à partir de mesures qui sont faites en réel. Donc, les facteurs d'émission qui font globalement référence aujourd'hui sont regroupés dans le référentiel HBEFA. C'est un référentiel qui est élaboré au niveau européen. Ça veut dire Handbook of Emissions Factor for Road Transport. Et c'est un référentiel qui s'appuie sur des mesures en réel et sur des mesures en laboratoire qui sont réalisées sur des parcs, sur des véhicules qui sont représentatifs du parc roulant. Donc, on parle toujours du réel pour faire des facteurs d'émission qui sont représentatifs, mais donc toujours théoriques. Et donc, ces facteurs d'émission, ensuite, on va les appliquer sur les données d'activité d'un parc de véhicules pour établir un bilan des émissions de ce parc de véhicules. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans Objectif CO2 et plus largement dans EVE, puisqu'en fait, le calcul des émissions de polluants s'appuie sur HBEFA. Donc, ces facteurs d'émission sont régulièrement mis à jour et ils dépendent très largement de l'âge du véhicule, de son utilisation. Est-ce que je suis sur la route? Est-ce que je suis en ville, sur autoroute? De la vitesse moyenne et de la déclivité. Par contre, les facteurs d'émission, bien évidemment, ça ne peut pas refléter parfaitement la réalité de l'usage d'un véhicule. Et on a d'autres éléments, par exemple, les conditions réelles de conduite. Si on est dans une situation un peu spécifique de congestion constante, par exemple, pour la livraison urbaine, ou dans des zones très montagneuses où on a des montées avec une charge de marchandises élevée et des descentes à vide, ou encore l'entretien du véhicule, ça, ce sont des éléments du coup qui vont venir également impacter les émissions. Voilà, donc vous l'aurez compris, les émissions sont très variables, à la fois selon l'activité du véhicule, mais aussi selon les véhicules. Et donc, l'idée ici dans cette slide, c'est bien de faire le point un peu sur quelles émissions pour quel gabarit de véhicule. Ce qu'on peut retenir, déjà, c'est que les véhicules diesel sont responsables de la plupart des émissions de NOx, donc d'oxyde d'azote. On le voyait tout à l'heure, les oxydes d'azote sont principalement liés par le transport, et c'est pour ça, globalement, qu'on a beaucoup de mesures qui visent les véhicules diesel. Les véhicules diesel sont aussi plus émissibles de PM10 que les véhicules essence. Et même si on le voit sur les graphiques que vous avez à droite,
que depuis le début des années 90, les émissions de polluants réglementés sont en très forte baisse. Donc ça, c'est largement lié aux normes Euro qui ont par exemple généralisé les filtres à particules ou les dispositifs SR pour la réduction des NOx. On a toujours du travail à faire, bien évidemment. Donc, par exemple, sur le graphique du bas, vous voyez que les émissions de particules fines baissent fortement. Alors, il faut savoir qu'on a les particules issues de la combustion qui ont très, très fortement diminué, mais il faut garder à l'esprit que ces émissions, il y en a aussi une partie qui sont issues de l'abrasion, donc l'usure du véhicule, donc de la carrosserie, des pneus, des plaquettes de frein. Et ces émissions, par contre, ont continué de croître avec le trafic routier. Et il faut voir que le parc de véhicules, depuis les années 60, a été multiplié par 3. Donc on a en fait cet inversement de tendance où on a de moins en moins d'émissions issues de la combustion, puisqu'on a beaucoup de traitements. Par contre, on ne sait pas vraiment bien traiter les émissions issues de l'usure des véhicules. Et donc, par exemple, sur un véhicule récent, aujourd'hui, les particules fines représentent plus de 60% des émissions. Pour voir en gros quelle est la responsabilité du transport routier au niveau français dans les émissions de polluants, on a 56% des émissions de NOx qui sont issues du transport routier, donc uniquement routier. Donc ce sont principalement des émissions liées aux véhicules diesel, et puis on est en forte baisse depuis les années 90, avec tous les dispositifs de traitement, l'évolution des moteurs et différentes normes Euro, et puis également le retour, on va dire, du véhicule essence. Le transport, c'est aussi 70% des émissions de cuivre. Alors, pourquoi de cuivre, vous me direz? Alors ça, c'est largement issu de l'abrasion des freins. 80% de ces émissions, c'est le transport routier. On a aussi 20% des émissions nationales de cuivre, de particules de cuivre, qui sont issues de l'usure des caténaires dans le transport ferroviaire. Et puis, le zinc, 60% des émissions de zinc, donc là, c'est issu de l'abrasion des pneumatiques principalement. Donc, ce sont des émissions qui sont en croissance depuis les années 90. On a 47% des émissions de plomb. Alors, même s'il n'y a quasiment plus rien depuis la fin de l'essence plombée en 2000, la moitié des émissions résiduelles sont encore issues du transport. On a 37% des émissions de CO2. Alors, on n'est pas sur un polluant réglementé tel qu'on l'entend, mais c'est un polluant atmosphérique. Donc là, c'est directement issu de la combustion du pétrole. Et c'est un des secteurs français, en France en tout cas, un des secteurs de transport sur lequel les émissions de CO2 diminuent le moins vite. Et puis 13% des émissions de PM10 issues de la combustion, principalement des véhicules diesel également, on le soulignait. Voilà, le graphique que vous avez en haut à droite, donc ça c'est les évolutions relatives des émissions des transports pour les substances qui entraînent acidification, eutrophisation et pollution photochimique. Donc vous avez par exemple les NOx, le soufre, les COV. Donc on voit une baisse de la plupart de ces émissions, par contre avec une hausse des émissions d'ammoniac issues du transport, le NH3. Donc ça c'est en cause de l'usage notamment de l'AdBlue dans les véhicules, qui en fait est censé réduire les NOx et les particules. Il faut garder en tête que le parc de véhicules a considérablement augmenté, je vous le disais, depuis les années 60, multiplié par 3, on avait 13 millions de véhicules, on est passé à 46 millions. Et puis, pour avoir un peu des ordres d'idées, le tableau en bas de page reprend les émissions moyennes, donc pour certains mix de véhicules. Donc là, c'est le mix des véhicules présents dans le parc roulant par motorisation et gabarit. Donc une voiture essence moyenne dans le parc roulant national émet globalement 3 fois moins de particules fines et 5 fois moins d'oxyde d'azote qu'une voiture diesel. Donc déjà, on comprend pourquoi on essaie de travailler sur cet aspect. De la même manière, un poids lourd diesel, par son gabarit, sa consommation de carburant, émet l'équivalent de 5 voitures diesel. Et puis, les cars sont généralement plus émissifs que les camions. Alors ça, c'est lié au gabarit et à l'âge moyen du parc roulant, puisqu'aujourd'hui, les technologies sont assez similaires sur des véhicules récents. Et puis, par rapport au sujet motorisation, vous avez un exemple avec un bus GNV moyen de 2020. On a des émissions 4 fois moindres de particules fines et 3 fois moindres de NOx qu'un bus diesel. Donc voilà, on a ce sujet motorisation qui répond en partie à ces enjeux d'émissions. Donc, il faut bien sûr considérer d'autres facteurs que la motorisation, c'est un des principaux éléments, mais on a d'autres éléments, je vous le souligne un peu plus tôt, et on en reparlera par la suite, sur l'entretien du véhicule, le style de conduite, la vitesse, qu'on peut brider par exemple. Donc ça, on en reparlera. Voilà, donc en transition, on voit bien que le transport représente encore un secteur important dans les émissions de polluants, notamment sur les oxydes d'azote et les particules fines. Ces émissions ont fortement baissé depuis les années 2000, mais des réductions sont encore à mettre en œuvre. On a des évolutions favorables qui sont très largement issues des politiques européennes et nationales, par exemple les normes Euro, les zones à faible émission.
Voilà. Mais Marie va nous dresser un panorama un peu plus détaillé de ce cadre de politique publique en matière de qualité de l'air, et donc je lui rends la parole. Et ton son est coupé. Merci Guillaume. Effectivement, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans ces différentes politiques pour bien voir qui fait quoi et comment tout ça s'articule. Donc, je ne peux pas vous présenter le panorama complet des différentes politiques de lutte contre la pollution de l'air. Il faudrait beaucoup plus de temps. Et si vous voulez vraiment vous immerger dans le sujet, je vous invite à lire un article que j'ai rédigé dans le cadre du programme Interlude, et vous avez le lien sur la diapositive. Ce schéma vous illustre déjà la position de l'Europe et comment l'Europe agit à son niveau. Il faut savoir qu'il y a un niveau un supra qui est l'international, où il y a une convention de Genève qui réglemente les pollutions atmosphériques transfrontaliers. Et l'Europe, de son côté, a mis en place ce que j'appelle un triptyque qui va réglementer à la fois les sources d'émissions. Guillaume a mentionné les normes Euro, c'est typiquement un levier d'action pour dire on connaît l'objet polluant, donc à la source, on le réglemente pour qu'il émette le moins de polluants possible. Puis la vision plafond d'émissions, donc l'Europe dit chaque État membre ne doit pas émettre plus de tant de quantité de polluants. Vous avez la liste des polluants qui sont concernés, donc ça va être des tonnes de polluants par an. Et enfin, pour terminer ce triptyque, la résultante, en fait, donc qui porte sur les concentrations, avec l'Europe qui dit on ne peut pas dépasser tant de microgrammes par mètre cube pour tel et tel polluant. Donc, on va parler de valeurs limites réglementaires, c'est-à-dire des niveaux en termes de concentration à ne pas dépasser. Et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler de contentieux de qualité de l'air ou de pollution de l'air. C'est parce que certains États membres, comme la France, ne respectent pas ces valeurs limites. Donc, on a ce cadre européen qui est décliné par tous les États membres en droit français. Donc, sur cette image, vous avez les différentes politiques françaises de lutte contre la pollution de l'air, avec quelques démarches qui sont complètement appliquées à la qualité de l'air. Donc, ce sont les cadres qui sont en vert clair, avec, quand je vous disais que l'Europe a mis des plafonds à ne pas dépasser en termes d'émissions, la France l'a traduit en droit français dans le PREPA, le plan de réduction des émissions de polluants. Quand l'Europe dit on doit respecter des valeurs réglementaires en termes de concentration et si on n'y arrive pas, il faut mettre en place un plan d'action, la France l'a décliné par le plan de protection de l'atmosphère qui s'élabore à une échelle intercommunale et qui est ce plan d'action si on dépasse les valeurs limites. Et viennent en complément plein d'autres politiques et objets de planification qui n'ont pas pour objet première la lutte contre la pollution de l'air, mais qui, par leur sujet, par leur secteur, va avoir une influence sur la pollution de l'air. Donc, c'est typiquement le cas du plan de déplacement de mobilité. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez remplacer PDU par plan de déplacement mobilité, puisque c'est la nouvelle dénomination suite à la loi d'orientation des mobilités. Vous avez des démarches qui combinent à la fois climat, air, énergie, et tous ces plans, toutes ces politiques ont des liens entre elles et mènent à des réductions d'émissions de polluants atmosphériques. Ce qui vient encore compléter ces dispositifs, ce sont des lois qui vont modifier le code de l'environnement. Donc, j'ai évoqué la loi d'orientation des mobilités. On peut parler de la future loi climat et résilience qui amène des objets, des actions qui vont lutter contre la pollution de l'air. C'est le cas notamment des zones à faible émission qui sont aujourd'hui inscrites dans le Code de l'environnement, qui avaient eu des modifications via la loi de transition énergétique et qui demain aura des transformations par la loi climat et résilience. Voilà pour ce panorama très très rapide des différentes politiques de lutte contre la pollution de l'air. Il n'y a pas que ces objets réglementaires, il y a aussi tout ce qui dépend des actions volontaires du secteur, des différents secteurs. Et je laisse la parole à Arnaud qui va présenter concrètement le cadre de Eve. Merci Marie. En effet, qu'on soit transporteur, commissionnaire ou chargeur, il y a des leviers d'action intéressants pour pouvoir réduire son impact en matière de qualité de l'air. Et on va les voir presque tout de suite. Je vais d'abord, avant ça, rentrer un petit peu dans un détail qu'on n'a pas complètement abordé pour l'instant.
qui est le système de dépollution d'un véhicule industriel diesel. Alors pourquoi s'intéresser à ça? Parce que malgré tout, une partie importante des polluants viennent de la combustion, et parce qu'une partie importante du transport routier de marchandises et de voyageurs se fait avec des motorisations diesel. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une chaîne d'échappement avec l'ensemble des systèmes de dépollution. Donc quand on parle de SCR, en fait, on ne parle pas uniquement du catalyseur SCR, qui veut dire Selective Catalytic Reduction. En fait, on parle de l'ensemble du système d'échappement. Alors, comment ça se passe? Ces systèmes de dépollution qui sont apparus, qui sont posés depuis l'apparition des normes Euro, et le SCR, en fait, est apparu avec l'Euro 4 en 2006. Ça, une première étape, vous avez en sortie de moteur, en fait, un certain nombre de polluants, donc des oxydes d'azote, des particules, du monoxyde de carbone. Vous avez également des hydrocarbures ou des COV. Donc, le premier passage, c'est ce qu'on appelle le DOC. Donc, le DOC, Diesel Oxidation Catalyst, catalyseur d'oxydation. Sa mission, c'est de supprimer le monoxyde de carbone. Deuxième étape, vous avez en anglais DPF, le Diesel Particle Filter, le FAP, filtre à particules en français. Donc, le FAP, il peut être cumulé avec le DOC, il peut être après, et même des moteurs, en fait, il est avant le DOC. Il y a différentes possibilités, mais globalement, c'est à peu près dans cet ordre-là que la plupart des installations sont disposées. Troisième étape, c'est le système de dépollution le plus connu, c'est l'adjonction d'AdBlue en amont du catalyseur SCR. Donc l'AdBlue, 66% d'eau déminéralisée, 33% d'urée, il va permettre en fait de combiner l'ammoniac après hydrolyse, donc avec les NOx, et donc de sortir à l'issue de cette catalyse du diazote, N2, du CO2 et de l'eau. Donc en fait, l'ensemble de ces processus permettent que, en sortie d'échappement, il vous reste essentiellement de l'azote, de l'eau et du CO2, c'est-à-dire des gaz qui, en termes de pollution atmosphérique, sont relativement neutres. Maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne ce système, grâce à lui, et grâce au développement des normes Euro, on voit que la concentration admise, les émissions, vocabulaire important, les émissions en sortie d'échappement autorisées par les normes Euro ont baissé de manière très progressive, mais de manière spectaculaire depuis l'apparition des normes Euro, donc au tournant au début des années 90. Donc on est sur des valeurs seuil qui sont entre moins 89 et moins 98% par rapport à ce qui était le niveau de départ en 1990. Alors, sachant cela, que peuvent faire malgré cela les entreprises pour aller encore plus loin, pour améliorer leur impact en matière de pollution de l'air? Première chose, c'est quelque chose que vous faites déjà finalement, c'est le renouvellement régulier de la flotte de véhicules. Aujourd'hui, la norme Euro 6 est majoritaire, on parle même de la norme Euro 6D qui est à l'œuvre actuellement. En fait, en renouvelant progressivement vos véhicules, en enlevant les derniers véhicules Euro 3, Euro 4, Euro 5 qu'il vous reste dans le parc, vous améliorez de manière significative la performance en matière de pollution de l'air de votre parc. Deuxième action qui va avoir une incidence très importante, c'est la maintenance régulière. Tout à l'heure, Guillaume en parlait largement. Il est important d'avoir un entretien régulier, à la fois des systèmes de dépollution, mais du moteur surtout. Une astuce à bien avoir en tête, c'est qu'un plan de maintenance véhicule permet en fait de s'assurer d'avoir des entretiens qui soient vraiment très réguliers sur l'ensemble de son parc. Et c'est une action que nous vous recommandons, quelle que soit la taille de votre parc de véhicules. C'est valable également pour des entreprises qui ont des petites flottes. Là, avec l'année Covid, on a eu des véhicules qui sont restés à l'arrêt, notamment dans les entreprises de transport de voyageurs. Et pour s'assurer de l'entretien des véhicules, parce qu'un véhicule qui ne roule pas, il a tendance à s'abîmer en fait, il y a eu des entreprises qui ont mis en place des actions telles que le fait d'allumer les véhicules, de les faire tourner au ralenti. C'est une très mauvaise idée. Ne faites surtout pas ça. Si vous devez entretenir un véhicule, faites-leur faire 50 km une journée, faites-les travailler une journée, mais ne faites pas ça parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des températures élevées dans le moteur pour que l'ensemble des systèmes de dépollution fonctionnent bien. Et si vous faites tourner vos véhicules au ralenti, vous encrassez les filtres à particules. Et donc, ça veut dire que vous devez parfois changer le filtre à particules parce que vous l'avez abîmé ce faisant. Toujours avec votre flotte de véhicules actuelle, donc sans parler de changement d'énergie, voici quelques actions, j'ai envie de dire des actions classiques, qui permettent de réduire potentiellement vos émissions de polluants atmosphériques.
D'abord, toute action de maîtrise de la vitesse. Le bridage du moteur à 80 ou 85 km/h, par exemple, pour les ensembles routiers. Le régulateur intelligent qui équipe les dernières générations de tracteurs routiers. La très utile coupure automatique du moteur au ralenti. Tous ces systèmes sont des options particulièrement rentables lors des renouvellements de véhicules et qui permettent de réduire votre impact en termes de polluants. Deuxième type d'action, c'est le style de conduite. Une conduite stable, avec peu ou peu de sur-régime et de sur-régime, donc on parle finalement d'éco-conduite, permet de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, donc de polluants atmosphériques. De manière générale, toutes les actions en matière de promotion et de management de l'éco-conduite sont à privilégier. Un zoom sur la production de froid. Il existe dans tous les véhicules aujourd'hui des climatiseurs et dans une partie de l'activité de transport de marchandises, on a des frigos pour des remorques fourgons frigorifiques. Ce sont des moteurs diesel qui utilisent du GNR. Donc, de manière générale, il faut réduire l'utilisation du froid et, si possible, l'utilisation de ces moteurs diesel. Il y a beaucoup d'actions dans les fiches objectifs CO2, dont je vous ai mis ici un petit extrait, qui ont un impact en matière de polluants atmosphériques, notamment sur les gros frigos. Donc, je vous invite à creuser ces actions-là. Lisez les fiches actions objectifs CO2 pour le transport de voyageurs comme pour le transport de marchandises. Ce sont des sources très intéressantes pour imaginer des actions qui permettent de réduire de manière significative vos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, et c'est le sujet, de polluants atmosphériques. Troisième type d'action qu'il ne faut pas négliger, ce sont les actions de report modal. Je vais zoomer sur le ferroviaire pour commencer. Le recours au mode ferroviaire a un impact globalement très positif en matière de pollution atmosphérique, hormis sur les émissions de particules, principalement métalliques. Pour mes mots, le ferroviaire est un mode qui est globalement beaucoup moins émetteur en GES également. Concernant le retour à la voie fluviale, alors la voie fluviale permet des gains de GES importants, mais vigilance, en fait le carburant majoritaire aujourd'hui sur le fluvial, c'est du fioul lourd. Combiné à ça, un âge des navires qui est assez élevé, puisque la durée de vie moyenne est de 50 ans. On n'a pas beaucoup de systèmes de dépollution aujourd'hui sur les navires actuellement en circulation. Des gains sont possibles, mais il faudra les évaluer en fonction de la performance du navire. Donc, interrogez vos transporteurs fluviaux sur le type de navire et sur la motorisation qu'ils utilisent. Et enfin, il ne faut pas oublier toutes les actions qui permettent de réduire le nombre de flux ou les kilomètres par flux de transport. Chacune de ces actions aura une incidence en matière de réduction de votre impact sur la qualité de l'air. Donc, plan de transport qui permettent d'avoir des itinéraires obligatoires qui sont les plus courts, géolocalisation, optimisation du chargement, optimisation chargeur-transporteur, mutualisation du chargement, site de stationnement proche des lieux de départ, qui est une action qui est également possible pour le transport de voyageurs. Donc, toutes ces actions vont avoir des gains possibles en matière d'émissions de polluants atmosphériques. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les petits tableaux que je vous donne là, sont issus du sommaire, de la synthèse des fiches actions objectifs CO2, qui sont les pages 15 à 17 des fiches actions TRM et TRV, et à chaque fois, vous avez cette évaluation avec les petits plus des gains qu'on peut faire sur les NOx, sur les PM ou sur les COV. Puisque ça s'est présenté, un petit zoom sur les changements de motorisation. Tout à l'heure, Guillaume nous a évoqué le fait que le GNV permettait de réduire de manière significative les émissions de polluants atmosphériques. Donc c'est sur le même mode ici pour les véhicules voyageurs, vous avez le recours à différents types de motorisation. Donc vous pouvez voir que les véhicules électriques et les véhicules GNV, de manière synthétique, sont les véhicules ou les motorisations alternatives au diesel qui vont permettre de réduire le plus significativement l'ensemble des polluants atmosphériques émis à usage constant. Le D95, qui est l'éthanol, permet des gains nets sur les COV et les particules, malgré une consommation moyenne en litres 100 qui est généralement plus élevée que sur d'autres véhicules. Par contre, on n'a pas de données sur les émissions de COV pour ce véhicule. Et concernant maintenant le B100 et de manière générale les biodiesels, ils permettent une réduction sensible des particules et des COV. En l'état actuel des connaissances, on reste par contre prudent sur les émissions de NOx de ces motorisations,
pour lesquels on n'a pas encore tout le recul nécessaire et toutes les études d'incidence permettant de savoir si on a une amélioration, ou plutôt ce qui a été constaté dans les études qui ont permis de réaliser ces fiches actions, on a plutôt une légère dégradation. Et je terminerai par un petit avertissement. Vous entendrez souvent le terme de véhicule propre, que l'on utilise pour parler des motorisations électriques ou gaz. C'est un terme qui est utilisé de manière indue, puisqu'en fait, il ne s'agit pas réellement de véhicules propres, c'est du marketing. On pourrait même peut-être parler de greenwashing. Tout transport va générer une pollution. C'est très positif de travailler à réduire ces pollutions, mais ça ne suffit pas qu'on supprime la pollution complètement. Éventuellement, on peut même peut-être tout simplement la déplacer. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai quelques mots de conclusion sur l'ensemble de ce qu'on vient de présenter. Tout d'abord, il y a des efforts qui sont réalisés par les professionnels, notamment via les engagements volontaires, adjoints à des politiques publiques qui fonctionnent. Tout cela permet une amélioration en cours, notamment maintenant via les modifications du mix énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir la mise en œuvre d'actions concernant la prévention des émissions et en particulier la réduction de la consommation de carburant. Donc, quand on passe au baissant ou au gaz, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de l'éco-conduite, par exemple, pour dire les choses simplement. Il faut être attentif à la prévention des émissions par abrasion, chose à laquelle on ne pense pas assez, les freins, les pneumatiques, etc. Donc, leur impact sanitaire de ces particules-là est encore mal connu, et donc il faut travailler de manière préventive à continuer de réduire leurs émissions. L'impact sanitaire de la pollution de l'air est général, et c'est vrai dans les petites agglomérations, dans le milieu rural également. Il y a un bruit de fond en matière de pollution atmosphérique qui a un impact sur la santé. Donc, il ne faut pas réduire son action aux grandes agglomérations. Les évolutions réglementaires, enfin, les normes, sont en cours d'évolution, et ces évolutions vont dans le sens de la réduction des émissions de polluants atmosphériques. On peut évoquer la future norme Euro 7 prévue pour 2024-2025, les travaux de la Commission européenne pour baisser les valeurs limites réglementaires, la réglementation qui est sur la table en ce moment au niveau français avec la loi climat résilience. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout le secteur va devoir continuer à s'améliorer en la matière. De notre côté, sur le programme EVE, on espère que ce programme contribue à réduire votre impact en polluants atmosphériques, avec notamment l'intégration d'indicateurs polluants atmosphériques dans l'objectif CO2. Des actions dont l'impact en matière de qualité de l'air est évalué. Des actions spécifiques de prévention des polluants atmosphériques qui vont intégrer les fiches actions à l'avenir. Et enfin, l'étude de la faisabilité de l'intégration des indicateurs de polluants atmosphériques dans FCOM et FRED 21 d'ici à fin 2023. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Avant de passer aux questions-réponses, une petite page de pub pour nos prochains webinaires. Vous avez déjà dans le support de présentation le lien qui fonctionne pour vous inscrire au prochain webinaire, celui du 1er juillet, sur le transport ferroviaire en mode fortement décarboné. Et nous avons la suite de cette série de webinaires sur les autres modes de transport qui arrive le 9 septembre de 14h30 à 15h15 toujours, avec un webinaire sur le fluvial avec mes collègues Andrew et Yann. Merci pour votre attention, et puis on va prendre désormais vos questions. Donc je me tourne vers la partie questions-réponses et vers mes invités. Alors, voyons voir. Quelles questions ont reçu le plus de votes? Alors, Marc Courbet nous a demandé, ne serait-il pas pertinent de relier également les émissions, c'est plus la question la plus votée, relier également les émissions à la charge transportée. Sur une distance équivalente, un véhicule chargé à 50% émet plus qu'un véhicule chargé à 100%. Je pense que Marc pense d'intensité carbone par rapport au poids transporté. Je vais me permettre de répondre à cette question puisque la réponse est assez évidente pour nous. En fait, c'est bien compris dans la manière dont on évalue la performance polluante atmosphérique pour les entreprises du programme EVE, où effectivement les performances sur les polluants atmosphériques sont évaluées en grammes de CO2 par tonne kilomètre. Donc ça intègre bien la question de la charge. On a ensuite Nadège qui nous demande si nous avons des données pour les PL qui utilisent d'autres sources d'énergie que le diesel. Alors je peux répondre éventuellement. Oui, je vois que tu as déjà répondu par écrit en fait. C'est ça, j'ai déjà mis une première réponse. Alors on a bien ces données. Hein. HBEFA intègre les données sur les véhicules GNV. Par contre, ça n'intègre pas les données sur les véhicules électriques. En tout cas, pas à ma connaissance, puisqu'on n'a pas d'émissions à l'échappement. Donc forcément, il n'y a pas de NOx typiquement.
Il y a des particules, mais qui sont principalement issues du freinage et de l'usure des pneumatiques, donc cuivre et zinc principalement, et usure de carrosserie. Et en moyenne, sur le GNV, on a des réductions de 60% des émissions de NOx par rapport à Euro 6 et 95% des émissions de particules fines. Et donc, dans poids lourds électriques, on compte bien les poids lourds électriques à batterie. C'est la motorisation électrique, donc à batterie ou hydrogène, à pile à combustible. Très bien. Alors après, on a une question de Frédéric Léonard qui porte sur le Bessin. Il indique qu'Oléosan, donc le groupe Avril, annonce une réduction jusqu'à 100% si la récolte du colza est faite dans de bonnes conditions environnementales, pas d'engrais azotés. Alors, je ne sais pas si Frédéric parle des émissions de gaz à effet de serre ou s'il parle des émissions de polluants atmosphériques. J'avoue que je ne comprends pas complètement la question. Alors, sur les émissions de gaz à effet de serre, là, moi, je suis assez au clair. Le dernier facteur d'émission, c'est moins 68,02% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à un litre de gazole brûlé. Et on parle de facteur d'émission du puits à la roue. En revanche, sur les émissions de polluants atmosphériques, là, je ne sais pas si c'était bien compris dans la question. Est-ce qu'on a des éléments de réponse par rapport à ça, Marie ou Guillaume ? La littérature qui commence à apparaître sur les émissions de polluants atmosphériques, hein. J'insiste bien, Arnaud, effectivement, tu as bien précisé là qu'on était sur du CO2, enfin la question des engrais, c'est vraiment lié ça au CO2. Pour les polluants atmosphériques type particules et oxyde d'azote, on commence à avoir différentes études. On commence à connaître les émissions réelles. Il y a des petites différences selon les études. Donc aujourd'hui, ça permet de répondre à une question. Typiquement, le Bessin n'est pas encore dans HBEFA parce qu'il n'y a pas assez de littérature disponible. Mais en gros, pour les polluants atmosphériques, on ne peut pas attendre à des réductions comme celles pour les gaz à effet de serre. Oui. Ou ni celles que permet des changements de vecteurs énergétiques comme le gaz ou l'électricité. On est sur des niveaux assez similaires en fait. D'accord. Donc on ne peut pas avoir être performant sur tous les sujets. Il y a Thierry Nicolas qui nous demande si on a des retours sur des motorisations à hydrogène en termes d'émissions. C'est une question complexe. Là aussi, c'est la différence entre les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques. La question pour la motorisation à hydrogène, ça va faire comme un véhicule électrique. Donc, l'enjeu qui va rester, c'est l'enjeu des particules qui sont liées à l'abrasion des pneus, des pièces mécaniques. Et sinon, on oublie les émissions de polluants locaux. En revanche, pour la question des polluants liés à la lutte contre le changement climatique, donc les gaz à effet de serre, là, la question, elle revient à se poser d'où vient cet hydrogène et quel a été son mode de production. Donc, on va être sur une question de périmètre et plutôt d'impact gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Marie. Il y a Frédéric Oninel qui nous demandait, je pense que tu as déjà répondu à cette question, Guillaume, est-ce que les biocarburants Bessin, mais également HVO, XTL, sont présents dans HBEFA aujourd'hui ? Alors c'est ce que disait Marie justement un peu plus tôt. On n'a pas encore aujourd'hui suffisamment de littérature sur le sujet, donc pour l'instant les biocarburants ne sont pas inclus dans HBEFA. Mais on commence sur la question des polluants atmosphériques, on est sur des niveaux globalement similaires. En particules fines, ça ne change pas grand-chose. En oxyde d'azote non plus. Donc après, voilà, on est toujours en attente d'avoir plus d'éléments sur ces questions-là, mais c'est assez similaire. Okay. Dans HBEFA, on a en revanche la prise en compte du B7. Le B7 gazole ou B30, tu veux dire le 30% biocarburant, 70% gazole? Ça doit être le B30 de mémoire. C'est le B30, oui, tout à fait. Le B7, en fait, c'est le gazole. On a une question toujours sur HBEFA de Frédéric Oninel, passionné d'HBEFA. Est-ce que dans HBEFA, on fait la différence entre GNV et bio-GNV? Très bonne question. Alors, GNV, bio-GNV, le seul élément qui nous intéresse dans cette différence, ce sont les gaz à effet de serre. Puisque quand on parle de bio-GNV, on parle de biogaz qui est issu de, par exemple, méthanisation. Voilà, c'est du biogaz. La molécule qui est brûlée dans le moteur, c'est exactement la même qu'on soit sur du GNV ou du bio-GNV. Donc, les émissions de polluants atmosphériques réglementés, hors CO2, sont exactement les mêmes. Voilà.
Donc HBEFA, quand ils font des facteurs d'émission sur les polluants atmosphériques, ne fait pas la différence entre GNV et bio-GNV. La seule différence qui s'appliquera sera bien sur le CO2. On a une question de Véronique Hochecorn qui est sur un autre sujet. On n'est plus tellement sur les facteurs d'émission, mais plutôt sur la responsabilité des différentes flottes de véhicules. Elle nous demande si on peut avoir un détail des niveaux de pollution par flotte de véhicules routiers entre les véhicules particuliers, les VUL, les poids lourds, les cars, etc. C'est une vraie question. Est-ce que les professionnels du transport sont responsables de la plus grosse partie, finalement, des émissions de polluants atmosphériques, ou est-ce que c'est plutôt la voiture de monsieur et madame tout le monde? Alors pour les NOx, je vais prendre l'exemple du territoire du Grand Nancy, mais qui est assez représentatif des autres territoires français. Le parc des véhicules particuliers, donc la voiture de monsieur et madame tout le monde, c'est 51% des émissions de NOx du trafic routier. Les véhicules utilitaires légers, c'est 28% des émissions, et les poids lourds, 17%, et les bus et cars, 4%. Donc, on voit qu'on a une grosse moitié qui est liée aux voitures, aux VP, et l'autre moitié qui est liée aux VUL, PL et bus et cars. D'accord. Alors, on a peut-être eu d'autres questions depuis. On avait une question qui était liée aux émissions de gaz à effet de serre comparées entre le navire et le fer sur des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette question-là, avec laquelle on a déjà une réponse. Il y a Philippe Garde qui nous dit, sur la slide 22 changement d'énergie, que veut dire tour, PL, EVS, bus et car? Alors, je ne sais plus. La slide 22. Ah oui, en fait, c'est tourisme. En fait, globalement, on estime qu'il y a 3 types de véhicules dans le transport de voyageurs. On a les bus urbains, les cars, également, qui vont faire plutôt de la ligne régulière, interurbain, et puis vous avez les véhicules de tourisme. Alors, ces véhicules peuvent faire des activités mélangées, j'ai envie de dire, mais globalement, ils ont des affectations quand même qui sont assez spécifiques. Donc, tour, c'est tourisme. Eric Ruby nous demande s'il existe un comparatif des émissions de GES et particules sur le cycle de vie des véhicules en fonction de leur motorisation. Des ACV, finalement, sur du long terme, qui porteraient sur également les émissions de polluants atmosphériques et pas uniquement sur les GES. Je pense que ça doit exister. Je pense que ça doit exister. Là, comme ça, j'ai pas une référence. Je sais qu'à l'ADEME, on avait fait l'ACV du véhicule électrique, véhicule thermique qui concernait véhicules de tourisme, enfin véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers. Pour les poids lourds, j'ai pas de référence comme ça en tête, mais en tous les cas, oui, pour les véhicules légers. Merci. Alors, comme ça, à vue de nez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je fais un dernier tour pour m'en assurer. Moi, j'en ai une de ma propre composition, j'ai envie de dire. On n'a pas eu de questions sur ce sujet-là, et pourtant, ça me paraît être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la future norme Euro 7? Est-ce qu'on a un agenda? Est-ce qu'on a des infos sur ce que pourrait contenir la future norme Euro 7? Alors, les discussions sont en cours, les différents professionnels sont invités à s'exprimer, dont les constructeurs, dont les associations de constructeurs. Il va y avoir des enjeux sur les cycles d'homologation, notamment tout ce qui est pris en compte de la partie démarrage à froid. Guillaume, non, c'était Arnaud qui en avait parlé de l'enjeu de chauffer les lignes de dépollution. Donc voilà, un des points qui va être assez important, c'est notamment cet aspect prise en compte des démarrages à froid. Et j'ai pas de date, enfin j'ai pas la connaissance de la date de cette future norme. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est 2024-2025 comme date aujourd'hui, mais on n'a pas de confirmation. Ok. Et toujours dans le sujet réglementaire, est-ce que on n'a pas assez peu évoqué finalement le développement de nouvelles zones à faible émission? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le fait qu'il va y avoir des zones à faible émission en France si la loi climat résilience finit inchangée à l'issue de son cycle parlementaire?
Oui, et aujourd'hui, les zones à faible émission, elles sont imposées dans des territoires qui rencontrent des dépassements réguliers des valeurs limites de qualité de l'air. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, hein. L'Europe dit à chaque État membre, vous ne devez pas dépasser en termes de concentration des niveaux. Donc, la loi d'orientation des mobilités a imposé aux territoires qui ont des dépassements réguliers de mettre en œuvre des ZFE d'ici la fin 2020. Donc, ça veut dire qu'en 2021, on devrait avoir 7 nouvelles zones à faible émission. Et le projet de loi climat et résilience devrait étendre cette obligation de mettre en œuvre des zones à faible émission dans des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et la différence par rapport à la loi d'orientation la loi d'orientation mobilité, c'est que cette loi climat et résilience va imposer une sorte d'agenda et de niveau d'interdiction des véhicules sur des années très précises. Et cette obligation de niveau de restriction par rapport à des années serait valable pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. Voilà, en l'état, hein, j'insiste bien parce que la loi n'est pas votée, elle est encore en cours de discussion parlementaire, mais en l'état, c'est le projet tel qu'il est. Donc ça ferait 35 nouvelles ZFE, pardon. Non, c'est bon, j'ai voulu couper la chic un peu trop tôt. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Marie Pouponneau, merci Guillaume Leclerc d'avoir contribué fortement par votre présence et la préparation de ce webinaire à sa réussite. Quelques remerciements complémentaires. Merci à l'équipe de communication d'EcoCO2 pour son soutien sans faille pour ce webinaire et pour tous les webinaires qu'on organise. Merci à nos administrateurs et à nos modérateurs, notamment Gilles qui est avec nous aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Merci à mon collègue Alain Chaput qui nous a aidés pour la partie technique de la préparation de ce support de webinaire. Je vous dis à tous à très bientôt. On se retrouve le 1er juillet pour le webinaire sur le ferroviaire avec mes collègues Estelle Pochnik. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.